Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi c'est Lucia, je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Comment les plantes interagissent-elles avec les champignons, les bactéries et les virus ? Comment se défendent-elles face à ces microbes ? À l'inverse, quels bénéfices peuvent-elles en tirer ? D'ailleurs, y a-t-il des relations indispensables à la survie de l'un et de l'autre ? Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler plantes et microbes, champignons, bactéries, virus, voire insectes. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Alia Delagy. Alia, tu es professeure à AgroParisTech, spécialiste des interactions entre les plantes et les micro-organismes, et tu es reliée à l'Institut Jean-Pierre Bourgin, qui est un institut, qui est une unité mixte de recherche INRAE, AgroParisTech, située à l'INRAE de Versailles, et qui fait partie de l'Université Paris-Saclay. Alors, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui dans notre podcast. Ça fait quelques années qu'on se croise maintenant, pendant mes années d'études, puis après un petit peu lors de ma carrière. Donc, on s'est croisés plusieurs fois. Et puis, je suis curieuse finalement d'aborder enfin avec toi ce qui fait l'objet de tes recherches et que j'ai jamais vraiment pu aborder de plus en profondeur finalement avec toi, et à savoir donc les relations entre les plantes et les microbes. Et deuxièmement, c'est d'autant plus que ta carrière de chercheuse t'a fait balayer ces notions et relations du point de vue pathogène pour la plante, mais également du point de vue bénéfique. Et ça, c'est intéressant. C'est la deuxième raison qui nous a motivés à te proposer aujourd'hui de nous décrypter ce que la science connaît de nos jours des équilibres entre les plantes et les micro-organismes. Alia, il y a une petite question rituelle dans ce podcast, savoir quelle est ton histoire personnelle avec le monde des plantes. Tout d'abord, merci, Lucia, de m'avoir invitée pour ce podcast, pour présenter mes travaux. Alors, pour répondre à la première question, je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire personnelle, mais qui n'a rien d'extraordinaire, mais ça peut expliquer la suite de ma carrière. Alors, moi, je ne suis pas issue d'un milieu forcément d'agronome ou d'agriculteur. Mon histoire personnelle commence tout simplement pour l'intérêt pour la nature, comme la plupart d'entre nous, hein, les biologistes. Et puis, je viens d'un milieu citadin, donc je ne suis pas habituée à côtoyer la nature, mais quand même, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et par ailleurs, j'étais dans un environnement de scientifiques. Ma mère est dentiste, mon père est physicien et chimiste. J'ai une sœur médecin et un frère architecte, donc je baignais dans un environnement scientifique. Et j'aurais pu faire médecine. C'était un petit peu ce qui était prédestiné. J'étais bonne élève, donc théoriquement, j'aurais dû faire médecine, mais j'ai pas eu envie de faire médecine. J'ai trop d'empathie, je suis trop sensible. Donc, je pensais que ça allait être compliqué pour moi. Et pourtant, je voulais quand même comprendre comment ça fonctionnait, la nature, mais d'une autre façon. Et je voulais aussi faire des découvertes. Très tôt, j'étais intéressée par la recherche et je voulais apporter ma contribution aux découvertes, à mon échelle, bien sûr. Donc, après mon bac, j'ai fait une école d'ingénieur. Je me suis inscrite à une école d'ingénieur en agronomie, qui est l'Institut national agronomique de Tunisie, en fait. Elle s'appelle l'INAT. Et donc, c'est là que j'ai découvert le monde des plantes. Alors là aussi, j'aurais très bien pu travailler sur les vaches, les lapins, les dromadaires, les chèvres. Non, je me suis intéressée aux plantes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à me passionner pour les plantes et pour l'intérêt qu'elles avaient pour nourrir l'humanité. Et j'ai réalisé qu'il y avait des maladies qui pouvaient empêcher les plantes de produire ce qu'elles devaient produire pour notre alimentation. Et j'ai découvert qu'on pouvait comprendre ça et essayer d'améliorer leur interaction avec toutes ces problématiques de maladies. Donc, ça m'a aussi un petit peu ramené à la médecine parce que
Vous voyez un peu le parallèle, hein, la Oui, oui, maladie oui. des plantes et les maladies des hommes. Donc, je tournais toujours autour de ces interactions pathogènes. Et puis aussi, je tournais autour du très petit, du tout petit. J'ai toujours été intéressée par le tout petit, par les micro-organismes, par les molécules. Quand j'étais petite, par exemple, je voulais savoir quelle était la différence entre les vitamines et les levures. Je comprenais Hmm. pas quelle était la différence d'échelle, de taille, de fonction. Et puis, quand j'étais malade, on me donnait de l'Alvitil, puisque j'étais un petit peu anorexique, alors on me donnait des trucs pour avoir envie de manger. L'Alvitil, c'était plein de vitamines. Mais on me donnait aussi des antibiotiques quand j'étais malade. On me donnait de l'ultra-levure. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. C'est pour Pour la flore redonner la intestinale flore et... Oui, oui. intestinale. Donc voilà, tout ça, ça fait que j'étais intéressée par des aspects moléculaires, microbiens, et toujours en lien avec la santé, mais pour la santé des plantes, en fait. Donc voilà comment j'en suis arrivée à faire travailler sur les interactions moléculaires entre les plantes et les micro-organismes. Ben, c'est génial comme réponse. En plus, on voit bien ton cheminement. Je ne sais pas si tu l'avais conscientisé, tout ça. Mais du coup, finalement, c'est intéressant de voir que... Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire, du parcours académique qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc que tu es, je le rappelle, professeur des universités? Alors, j'ai un parcours classique, hein, je n'ai pas fait de changement de thématique ou quoi que ce soit. J'ai fait mes études de second cycle, premier cycle et second cycle en Tunisie. Donc, j'ai eu mon bac scientifique, puis une école d'ingénieur, donc l'INAT à Tunis. Et ensuite, j'ai obtenu une bourse pour réaliser ce qu'on appelait à l'époque un DEA, Hmm. qui est maintenant l'équivalent du master, pour faire ce DEA. Donc, j'ai obtenu une bourse pour aller dans une école qui était l'équivalent de mon école à Tunis, qui s'appelait à l'époque l'INAPG, l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, qui aujourd'hui est devenu AgroParisTech après une fusion avec d'autres écoles. Et c'était une forme d'évolution de carrière, partir en France quand on est en Tunisie, c'est quelque chose qui est bien vu, qui est positif dans la carrière et surtout, on pouvait espérer faire de la recherche dans des conditions plus, on va dire, avec plus de moyens que ce qu'on pouvait faire en Hmm. Tunisie, ce qui est encore le cas malheureusement. Et voilà, et donc j'ai obtenu une place dans un DEA de microbiologie et génétique des micro-organismes. Et dans ce DEA, j'aurais très bien pu m'orienter vers de l'alimentaire, vers du médical, vers des biotech, mais j'ai continué à m'orienter vers les interactions plantes pathogènes. Et j'ai fait une thèse de doctorat sur une interaction entre le pommier et une bactérie pathogène qui s'appelle Erwinia amylovora et qui est connue pour faire des maladies, une maladie qui s'appelle le feu bactérien, qui est encore une maladie problématique en France. Donc j'ai réalisé mon rêve en fin de compte, puisque je voulais vraiment travailler sur les interactions à l'échelle moléculaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma thèse? Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert des trucs moléculaires encore. J'ai découvert que la bactérie, cette bactérie, en fait, elle avait besoin de fer, comme nous tous, hein, comme tous les organismes, hein, vous savez, hein, quand on est carencé en fer, on est anémié, on a tous besoin de fer, les plantes, les bactéries, tous les êtres vivants. Et il y a une guerre pour le fer, et certains micro-organismes sécrètent des molécules qu'on appelle des sidérophores, dont certains sont utilisés pour traiter certaines maladies humaines, hein. Et ces sidérophores, ils ont une capacité très, 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 très puissante, c'est de capter le fer, même quand il est faiblement présent. Donc, ces bactéries, elles vont sécréter ces sidérophores pour faire la guerre, pour ne pas laisser le fer disponible à la plante. Ça affaiblit la plante. Du coup, la bactérie peut mieux se propager. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que ces sidérophores permettent à la bactérie de se protéger contre le stress oxydant que provoque le fer. Parce que le fer, c'est bien, mais c'est dangereux, comme beaucoup de choses. Beaucoup de choses Hmm. sont à double tranchant. Souvent, les bonnes choses ont aussi leur mauvais côté. Le fer est très important, mais il a une forme de toxicité dans certains cas. Et donc, la bactérie, elle utilise les sidérophores pour piquer le fer, mais aussi pour se protéger quand elle envahit la plante. Et grâce à ça, ça lui permet de mieux se développer et de mieux manger la plante, quoi, de mieux rendre la plante malade. Donc ça, c'était ma thèse. Et ensuite, je voulais pas rentrer en Tunisie. Je voulais continuer encore de rester en vadrouille. Et surtout, je voulais faire un postdoc dans un pays anglophone.
Et là, j'ai obtenu un contrat de postdoc en Écosse. Donc pour mieux apprendre Et l'anglais? alors, c'était pour mieux apprendre l'anglais, Hmm. essentiellement. Mon objectif, c'était ça. Ok. Et ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus que l'anglais. C'était surtout découvrir encore un autre monde. Parce que finalement, le dépaysement entre la Tunisie et la France, c'était certes un changement très important, hein. Pour moi, c'était très difficile au départ quand je suis arrivée en France. Mais c'était pas si exotique que ça parce que on vivait en Tunisie moi je vivais dans un milieu assez francophone, Hmm. francophile. J'étais dans une école française au primaire et tout. Donc la France était un peu ma deuxième patrie. Actuellement, c'est ma deuxième Oui. patrie puisque je suis binationale. Et du coup, l'Écosse, ça m'a complètement, vraiment, c'était vraiment l'exotisme. On parlait anglais, un anglais avec un accent qui n'était pas Hmm. celui qu'on connaissait à l'école, un accent très particulier. On buvait de la bière tous les vendredis soirs. En étant postdoc, c'est vraiment une étape de la vie qui est extraordinaire parce que on n'a pas la pression de la thèse. Et on est un peu autonome et il y a beaucoup d'internationaux, donc il y a aussi ce melting pot extraordinaire quand on est postdoc auquel on a accès plus que quand on est en thèse. Donc j'ai découvert finalement, c'était une expérience humaine et scientifique, bien sûr, puisque j'étais aussi dans un environnement scientifique plus, finalement encore plus pointu et avec beaucoup plus de moyens que ce que j'avais à Paris. Et donc voilà, moi j'aurais voulu rester en Écosse. Et la vie a fait que je n'ai pas pu y rester. Et puis alors il y avait un autre truc extraordinaire que je n'avais jamais rencontré ni en Tunisie ni en France, c'est la nature, parce que la ville où j'étais à Dundee est en plein milieu des Highlands. Et les collègues avec qui Magnifique. j'étais, ben, on passait énormément de temps tous les week-ends. En fait, tous les week-ends, on sortait grimper. Et ça aussi, pour moi, ça a été une découverte parce que j'avais jamais été confrontée à autant de nature et autant de balades, de randonnées, etc. Je connaissais pas ça. Donc en plus de Voilà, l'aspect donc scientifique, il y avait le contact avec la nature comme ça. tout à fait, ouais. Ok. Donc là, j'ai travaillé sur la pomme de terre, parce que la pomme de Mhm. terre en Écosse, en Irlande, c'est très important hein, pour l'alimentaire, dans le régime alimentaire britannique, c'est très important. C'était aussi une maladie qui touchait quelque chose d'important du point de vue alimentaire. Et pareil, on a fait des travaux de transcriptomique, c'était aussi le début de la transcriptomique. Donc j'ai eu accès à des techniques qui étaient à l'époque très à la mode. Voilà. Pour moi, c'était une progression Hmm. scientifique. Qu'est-ce que la transcriptomique? Voilà. La transcriptomique, c'est l'étude de l'expression des gènes, donc ce qu'on appelle les transcrits. Ce sont des ARN messagers. Alors maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un ARN messager hein, avec le Covid, mais en fait, toutes les cellules font des ARN messagers. C'est le produit de nos gènes et c'est ce qui fait que nos gènes nous permettent de fonctionner ensuite en passant par les protéines après, bien sûr. Mais c'est un interne. Donc, la transcriptomie consiste à étudier les gènes qui sont exprimés ou pas. Et ça permet de comprendre aussi un peu comment fonctionnent nos organismes. Et les techniques qu'il y avait à l'époque, c'était pas du tout celles qu'on a aujourd'hui, hein. C'était du cDNA FLP, du differential display, des trucs que maintenant on n'enseigne même plus tellement c'est complètement dépassé. D'accord. Ok, merci pour ce petit point technique. Et donc sur la pomme de terre, c'est ça. C'était le thème Voilà. scientifique du postdoc. Et ensuite, voilà. Et alors j'ai eu de la chance hein, dans ma carrière parce que juste après avoir fini mon postdoc, il y a eu un poste de maître de conférence qui a été ouvert dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse. D'accord. J'ai postulé et j'ai été prise, maître de conférence à l'agro, à l'époque à l'INAPG, pour D'accord. travailler toujours sur des interactions. Alors, la thématique était un tout petit peu différente de celle de ma thèse. J'ai travaillé sur une autre bactérie, mais toujours sur le fer. Donc, je suis un peu revenue sur mon sujet de thèse pour le développer, Hmm. le réorienter un petit peu D'accord. Donc et pour finalement, l'approfondir. ton moteur dans ton parcours, c'est vraiment le côté interaction, micro-organismes et plantes. Oui, tout C'est à ça. fait. Micro-organismes C'est ce seuls. dialogue, en Ouais. fait. C'est le dialogue, c'est un peu tout ce qui touche à la manipulation, aux échanges, à Hmm. une forme de perversion dans ces interactions parasitaires. Mieux connaître l'autre pour mieux le manipuler, mais le maintenir en vie quand même, parce que si on parasite trop, ben, on perd son hôte.
Ça, c'est Il y a vrai que peut-être un c'est... lien avec Ouais, la psychologie là-dedans, je sais pas. C'est ça faudrait qui me creuser. plaît. Mais Faut c'est creuser passionnant. ça, ouais. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai à quelle Qui tu es, relation c'est ça. parasitaire tu Ouais, c'est ressembles, un truc possible. comme ça. Très bien, ok, bah c'est un parcours vraiment riche aussi, mais finalement assez fluide quand même. Et alors aujourd'hui, donc tu Ouais, travailles dans l'équipe qui j'ai de la chance. s'appelle Acquisition d'azote dans les systèmes symbiotiques plantes microbes. C'est bien ça? Exactement. Et alors, est-ce que Voilà. tu peux nous dire ce que ce jargon, parce que ça peut être du jargon pour certaines personnes, veut dire? Mhm. Tout à fait. Alors, donc c'est une équipe qui est en construction, et c'est une nouvelle équipe, toute nouvelle. Donc, j'ai petit à petit rassemblé autour de cette équipe des compétences de collègues. Et à la base, c'est une équipe qui était uniquement dédiée à l'étude de la nutrition azotée de la plante. C'est-à-dire que les plantes ont besoin d'azote pour se développer, comme nous, hein. Et l'azote pour les plantes, c'est un problème en agriculture. C'est vraiment un facteur limitant. Les agriculteurs, s'il y en a qui nous écoutent à un moment donné, et aussi, enfin, je pense que la plupart des gens savent qu'il faut mettre des fertilisants Mm. en agriculture pour pouvoir atteindre les rendements escomptés. Des Et ces fertilisants fertilisants, azotés, c'est du coup. alors essentiellement azotés, mais pas que. Il y a Mm. d'autres fertilisants, dont les phosphatés et le potassium. Donc c'est NPK. N Et pour les trois, azote, P pour phosphate et K pour potassium. exactement. Donc le N, c'est l'azote, c'est nitrogène. Et c'est un des facteurs les plus limitants et il pose énormément de problèmes parce que lorsqu'on fertilise les sols avec des fertilisants azotés, c'est souvent des formes qui ont été produites par l'industrie, par des processus industriels qui donc requièrent l'utilisation d'énergie fossile et de ce fait sont polluants. Mais aussi le fait qu'on utilise ces fertilisants azotés provoque de la pollution. Non, vous avez entendu parler des nitrates dans les nappes phréatiques. Ce sont ces nitrates-là qui proviennent de l'agriculture. Et aussi les gaz à effet de serre. Donc, une partie des nitrates s'évapore dans l'atmosphère et provoque des gaz, accumulation de gaz à effet de serre. Donc, les nitrates en tant que fertilisants sont un vrai problème en fait, de notre société, Mm. puisqu'ils sont nécessaires, mais ils sont aussi néfastes. Et donc, il existe des solutions. En tout cas, nous, on travaille à des solutions. Il y a plusieurs solutions. Donc, je disais, l'équipe dans laquelle je suis actuellement travaille depuis longtemps sur le développement de variétés qui sont capables de mieux utiliser le nitrate. C'est-à-dire que si vous mettez une certaine dose de nitrate, peut-être que certaines variétés vont pouvoir mieux l'utiliser et faire plus de rendement. Et d'autres variétés vont être des mauvais utilisateurs. Si vous mangez un hamburger, vous, et que moi je mange le même hamburger, il y en a une qui va grossir, c'est celle qui aura mieux utilisé le hamburger, Mm. l'aura mieux valorisé, et l'autre, elle va rester toute mince, parce que le hamburger, il n'aura pas été utilisé. Donc évidemment, nous, les plantes, c'est pas des mangeuses de hamburgers, mais c'est des mangeuses de nitrate. Donc ce qu'on veut, nous, c'est celle qui grossit, d'accord? C'est celle qui utilise le plus le nitrate et qui fasse plus de rendement. Donc on peut obtenir ça en espérant avec la génétique, en faisant des variétés qui utilisent mieux le nitrate, mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres pratiques qui permettent de mieux utiliser enfin, en tout cas le nitrate ou de diminuer l'utilisation des fertilisants chimiques, comme l'utilisation de rotation avec des légumineuses, par exemple. Mhm. Juste, légumineuses, c'est les plantes Oui, qui sont en symbiose avec des bactéries qui sont fixatrices d'azote, donc au niveau des racines. C'est ça. Les légumineuses? C'est une exactement. partie, en fait, Tout à c'est une fait. famille de plantes Oui. qui ont la capacité de faire une symbiose avec des bactéries fixatrices d'azote au niveau des racines. Ok. Et dans la famille des légumineuses, on a tout ce qui est pois cassés. Les pois, Oui, je par crois, oui, exemple. oui, oui, Oui. exact. Les Ok. trèfles, Mm. tout ça, oui, Mm. Les fèves, les haricots, les lentilles, les pois chiches, Oui, le il y en a pas soja. mal. Oui. exact. Merci. Et Donc, donc oui, ces légumineuses, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce que l'on essaye de faire, nous, dans notre équipe, c'est de se dire que dans le sol, on sait que dans le sol, il existe des micro-organismes qui permettent aux plantes de mieux utiliser l'azote
voire même, comme pour les légumineuses, on verra tout à l'heure, mais en tout cas, il existe des interactions entre les plantes et certains micro-organismes qui nous permettront de faire moins de fertilisation azotée et de maintenir les rendements. Donc, il y a plusieurs sortes de symbioses qui font ça, dont l'interaction entre les légumineuses et les bactéries fixatrices d'azote, mais il n'y a pas que. Et donc, nous, on travaille un peu sur les légumineuses et la fixation d'azote, mais on a aussi un autre système symbiotique qui est très connu, hein, que les gens connaissent et qui est connu depuis des décennies, mais qui a été sous-estimé parce que la chimie a fourni des fertilisants azotés depuis des décennies et c'était beaucoup plus facile d'épandre des nitrates ou de l'ammonitre que d'aller chercher à favoriser les symbioses dans les sols. Donc la symbiose qui nous intéresse nous beaucoup, c'est la symbiose mycorhizienne, D'accord. c'est-à-dire que ce sont des symbioses entre les plantes et des champignons qu'on appelle des champignons mycorhiziens à arbuscules. Il y a plusieurs sortes de champignons mycorhiziens, mais celles qui nous intéressent, nous, ce sont celles qui mettent en jeu des champignons mycorhiziens à arbuscules. Et on sait que ces champignons mycorhiziens arbuscules Arbuscules, aident les c'est-à-dire qu'ils plantes. font des petits, comme des petits arbres à l'intérieur des cellules des plantes. Exactement. Ces champignons, quand ils détectent une racine de plante, ils vont aller s'installer, vont traverser les cellules de la racine et puis développer des petites structures qu'on appelle des arbuscules. Plein d'arbuscules. Et ces arbuscules, en fait, ce sont des espèces de petits sacs où il y a des échanges, où la plante et le champignon, ils échangent des trucs, quoi. C'est du troc, en fait. C'est vraiment Mm. du troc. Donc, ce que fait le champignon, c'est que une fois qu'il s'est installé au niveau de la racine, il va étendre des ifs. Ce sont des filaments, on appelle ça des ifs, Mhm. très, très, très loin dans le sol pour aller dans les petits trous, les petits interstices du sol où les racines ne peuvent pas accéder. Comme les filaments du champignon sont beaucoup plus fins que les racines des plantes, il va aller chercher dans les petits interstices du sol l'eau, l'azote, le phosphore et le potassium aussi, peut-être même d'autres minéraux. Et puis ça fait comme des canalisations, ça les ramène jusqu'à la plante et puis ça les donne à la plante. Et en échange, hein, au niveau du troc, la plante va fournir au champignon ce que lui ne peut pas faire, c'est des sucres. Le champignon n'est pas capable de fabriquer des sucres, hein, avec les plantes qui sachent faire ça, Mm. et puis des lipides aussi. Donc c'est donnant-donnant. Et donc, Si c'est la tu me donnes des définition de la sucres, je te symbiose. donne, pardon, C'est la définition de la symbiose, c'est ça. la symbiose mutualiste, c'est ça, c'est un mutualisme double bénéfice. Les deux tirent bénéfice de l'interaction. Et donc, ces interactions entre les plantes et les champignons mycorhiziens, elles sont connues. D'ailleurs, on pense que les plantes ont colonisé l'espace terrestre grâce à ces interactions-là. Mm. Qui leur ont permis d'accéder aux minéraux présents sur la croûte terrestre, ce qui n'était pas possible sans ces champignons-là. Voilà, nous, donc, on essaye de comprendre, alors je reviens toujours aux aspects moléculaires, hein, on n'est pas des agronomes dans notre équipe, donc on travaille sur les mécanismes qui font que une plante va avoir plus d'affinité pour les champignons mycorhiziens dans le sol, parce que on sait que toutes les variétés, on travaille surtout sur le maïs, mais on va aussi travailler sur d'autres espèces. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi certains maïs sont capables de s'associer à des champignons mycorhiziens dans le sol et tirer bénéfice de ces champignons pour leur nutrition azotée. C'est-à-dire on a montré qu'on pouvait obtenir le même rendement en mettant 2 fois moins de fertilisants azotés et en rajoutant le champignon. C'est-à-dire que le champignon peut compenser, peut nous faire économiser jusqu'à 50% de fertilisation azotée C'est et en énorme. maintenant les rendements. C'est génial. On essaye de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du troc, du fameux troc dont je vous parle? Mm. Qu'est-ce qui est donné par le champignon? Que fait le champignon sur le métabolisme de la plante? Parce qu'on constate que la plante, elle n'a plus rien à voir. Une fois qu'elle est avec le champignon, tout change. Tout son fonctionnement change. L'expression de ses gènes change énormément. Plus de la moitié de ses gènes s'expriment différemment. Les métabolites qu'elle exprime sont différents. Donc, il y a un gros bouleversement Dans tout qui l'organisme a ou lieu juste au niveau des racines? dans tout l'organisme, aussi bien dans les feuilles que dans les racines. D'accord. Donc, il y a énormément de choses qui se passent qu'on ne comprend pas. Et nous, notre but, c'est d'essayer de les comprendre pour les utiliser en agronomie ensuite,
soit en sélectionnant des variétés favorables à cette interaction, soit en inoculant des souches particulièrement performantes, hein, ça se fait, hein, d'inoculer dans des sols des souches naturelles dont on sait qu'elles sont particulièrement efficaces pour aider la plante à utiliser l'azote. Et comme ça, on évite de mettre de fertilisants chimiques, ou on en met moins. Donc, c'est un peu l'idée. Et pourquoi le maïs? C'est une raison particulière? Alors, pourquoi le maïs? Ben justement, donc cette équipe dans laquelle je travaille, elle existe depuis plus de 25 ans et il y a énormément de découvertes faites sur la nutrition du maïs tout seul, sans les micro-organismes l'accompagnant, parce que il y a 20 ans, c'était pas du tout à la mode. Donc, mes prédécesseurs travaillaient surtout sur comprendre comment le maïs tout seul, il transporte l'azote, il l'utilise, il l'introduit dans son métabolisme, comment il peut faire des grains avec, comment il peut faire plus de feuilles, où est-ce qu'il va exactement. Et puis, maintenant, le vent a tourné et tout le monde veut arrêter d'utiliser des fertilisants chimiques et que la recherche, elle a besoin, et l'agriculture a besoin de comprendre comment mieux utiliser les micro-organismes bénéfiques. Donc, on a réorienté le sujet tout en maintenant le maïs parce que finalement, on a quand même accumulé beaucoup de données sur le maïs quand il est tout seul, comment il se débrouille tout seul. On va commencer par ça. On le connaît bien. On a des outils, on sait comment le faire grandir. On sait ce qu'il fait tout seul quand il est en carence en azote tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Puisque tout ça, c'était l'étude qui a été faite par l'équipe depuis 20-25 ans. Et maintenant, on rajoute un nouveau partenaire et on compare et on voit ce que fait le champignon, ou ce que va faire une bactérie éventuellement pour modifier ce métabolisme qu'on connaît bien quand la plante elle est toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est en partenariat? Alors, après, on a l'intention de passer sur d'autres espèces, mais dans un laboratoire, changer beaucoup de modèles, c'est compliqué, ça va créer des freins pour la connaissance, créer des nouvelles connaissances. Donc, c'est un peu progressif, on shift progressivement. Et puis aussi, le maïs est encore quand même la première céréale au niveau des productions céréalières au monde, devant le riz et le blé. Donc, c'est un enjeu majeur, même s'il est très décrié. Justement, on aimerait bien que les cultures de maïs soient moins polluantes, moins demandeuses d'eau, parce que ce qu'on n'étudie pas encore dans l'équipe, c'est comment le champignon mycorhizien permet d'utiliser moins d'eau, mais c'est connu aussi que ces symbioses permettent aux plantes d'utiliser moins d'eau tout en maintenant les rendements. Donc, il y a aussi possibilité d'avoir des cultures de maïs moins consommatrices d'eau, ce qui serait quand même super. Oui, une super avancée. Mais je ne savais pas que le maïs était plus cultivé au niveau mondial que le riz, par exemple, ça me surprend. Alors, c'est pas qu'il est plus cultivé, c'est qu'en termes de production en tonnes. Ah, il y a un meilleur rendement, en fait. C'est globalement, la production globale en termes de tonnes produites par an à l'échelle mondiale, c'est le maïs qui est en tête, en termes de biomasse produite. D'accord. De rendement. Moi, je trouve ça vraiment génial d'observer, de découvrir toutes ces choses et de les tirer à profit dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans nos anciens épisodes, enfin, dans des épisodes qu'on a fait précédemment. Mais c'est vraiment des situations que je trouve très, très intéressantes. Surtout qu'il y a des enjeux alimentaires aussi au niveau mondial qui se jouent. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant dans cette équipe. Alors moi, avant d'être dans cette équipe, je travaillais sur une plante totalement, on pourrait dire, inutile, mais quand même très utile. C'est une plante modèle, on appelle ça une plante modèle, c'était Arabidopsis thaliana. Et donc, c'est ce que je faisais pendant 10 ans avant de travailler sur le maïs. Et puis, passer sur le maïs, c'est beaucoup... C'est vrai que c'est gratifiant, en fait. On se sent plus utile, mais ça reste quand même des études très fondamentales. C'est-à-dire que je vais pas aller révolutionner, moi, avec ma recherche directement l'agriculture, mais ça peut, après, je pense, pas si longtemps que ça, donner des résultats sur le terrain. Donc, je suis pas très loin, quand même, c'est à la frontière de l'appliqué et du fondamental. C'est un sujet aussi qui est très intéressant, ça. C'est que le fondamental fait que par exemple, moi, quand je suis arrivée en Master 2, que j'ai fait mon stage de même Master 1, il me semble, je comprenais pas comment une équipe entière pouvait travailler sur un
excusez-moi du terme, mais un sujet si petit, si centré. Insignifiant, tu veux dire, pas ou précis? insignifiant, mais précis. Trop précis pour que je puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que la recherche fondamentale, c'est chacun va mettre sa pierre, va apporter sa pierre à l'édifice et va s'en inspirer ou compléter. Et c'est vraiment un cycle et quelque chose qui est constamment en action, en fait. Et je trouve ça très intéressant d'en parler maintenant. Exactement. Mais les plantes modèles qui peuvent paraître, c'est comme la souris, en fait, moi je donne toujours l'exemple de la souris, hein. La souris, finalement, on n'en a pas besoin, on aimerait bien même les exterminer, toutes les souris. Mais Mon Dieu. que serions-nous sans la souris, hein? Que C'est sûr. serions-nous sans les essais médicaux, sans Bien la sûr. médecine, sans les progrès médicaux grâce à la souris? Un Arabidopsis thaliana, c'est pareil. Exactement. C'est une mauvaise herbe, mais très, très, très utile. Oui, parce que c'est une mauvaise herbe qu'on voit, nous, comme ça, dehors, mais l'utilisation du terme plante modèle fait que c'est une plante qu'on utilise en laboratoire, nous. Mais c'est vrai que, enfin, on la connaît. Enfin, moi, je la connaissais pas avant de travailler dessus, ou avant de rentrer en biologie. Oui, il faut faire de la biologie végétale Voilà. pour connaître Arabidopsis. Ouais. Donc, tu nous as parlé des interactions mycorhiziennes. Tu nous as parlé aussi des légumineuses, où là, c'est plutôt une symbiose entre bactéries et plantes. Est-ce que tu peux nous citer d'autres situations, d'autres interactions de ce type-là, symbiotiques, pour lesquelles les plantes vont tirer bénéfice de cette relation plante-microbe? D'autres interactions symbiotiques que la Est-ce qu'il y en a symbiose d'autres qui te mycorhizienne viennent en tête? Ouais. Alors, il existe des bactéries qui ne sont pas fixatrices d'azote et qui procurent des protections contre certaines maladies. Alors, ces bactéries, elles vont avoir des effets divers sur les plantes. On les appelle des PGPR, c'est des bactéries, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ça va être des bactéries qui sont stimulatrices de la croissance. Plant growth, donc ça stimule euh, la croissance. Elles vont agir avec des mécanismes qui sont plus ou moins connus. Certaines synthétisent des hormones de croissance, comme l'auxine, qui est une hormone connue pour stimuler la croissance des plantes. Ce sont des bactéries Elles du peuvent sol? aussi, ce sont des bactéries du sol, tout à fait. Ok. On les trouve il y a plusieurs bactéries qui sécrètent ce genre d'hormones, des bacillus, des azospirillum, différentes sortes de bactéries. Elles peuvent aussi sécréter ces fameux sidérophores dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont la capacité de complexer le fer et elles peuvent complexer le fer et empêcher les micro-organismes pathogènes de s'approcher de la plante, rien qu'en qu'élatant le fer en entrant en compétition avec les potentiels micro-organismes pathogènes. Il y a des sols qu'on appelle des sols suppresseurs. Ce sont des sols dans lesquels les maladies ne se développent pas, hein. Il y a plusieurs exemples de sols suppresseurs dans lesquels les plantes poussent et elles sont toujours en pleine forme. Et on a découvert que dans ces sols suppresseurs, il y a des bactéries, on va dire des anges gardiens, qui, en sécrétant soit des antibiotiques, soit des sidérophores, soit d'autres molécules toxiques pour les autres micro-organismes, eh ben, elles occupent le terrain et elles protègent, notamment le blé. Il y a des exemples sur le blé, où ces sols suppresseurs aident la plante à ne pas être malade. Donc, c'est une forme de symbiose qui est peut-être moins stricte que la forme entre les rhizobia et les légumineuses, où il y a vraiment un échange, mais ce sont des bactéries bénéfiques. Elles vont quand même tirer bénéfice des sucres et des acides organiques que les plantes sécrètent dans leur rhizosphère. C'est-à-dire que, de toute façon, tout ce qui s'approche des racines de la plante, il va baigner dans un environnement très, très riche. Parce que toutes les plantes, ce qu'on appelle, elles exudent, on dit qu'elles exudent des composés carbonés, hein, beaucoup de sucre et d'acides organiques autour des racines. C'est très, très riche. Comme les plantes font de la photosynthèse, elles vont capter le CO2 de l'air, elles vont fabriquer des sucres pour leur propre structure, tige, la feuille, la racine, etc., les grains. Mais une partie de ce carbone, une bonne partie, 30-40% même, de ce carbone est juste exudé au niveau des racines. Il est sécrété. Et c'est pas pour rien. C'est parce que autour des racines, il y a tout un monde, tout ce microbiote, en fait. Et parmi
les micro-organismes qui vont être présents dans ce microbiote. Il peut y avoir des champignons mycorhiziens qui, eux aussi, ils sont attirés par ces composés, mais aussi des bactéries bénéfiques, ces fameuses PGPR, qui vont protéger, sécréter des antibiotiques et bénéficier en échange de... Le sucre, c'est un enjeu, carbone, c'est un enjeu très important, hein. Nous, Mm. qu'est-ce qu'on fait pour avoir du carbone? Ben, on mange du sucre et le sucre, il vient d'où? C'est les plantes. Mm. C'est pareil pour les micro-organismes. Les seuls organismes qui sachent faire des sucres, ce sont les organismes photosynthétiques. Donc, tout le monde n'est pas capable de faire la photosynthèse. Donc, on a forcément, tout le monde a besoin d'avoir accès au sucre. Exactement. Donc, voilà peut-être un autre exemple, hein. Oui, Après, l'analogie qu'on peut faire, évidemment, l'analogie, c'est avec notre organisme à nous, hein. Tout le monde entend parler maintenant du microbiote, notamment intestinal, qui est l'équivalent, finalement, notre intestin, notre tube digestif, c'est l'équivalent de la rhizosphère de la plante. La plante, elle a sa rhizosphère Exactement. et elle a toutes ces communautés microbiennes qui sont autour de sa rhizosphère. Et ben nous, c'est notre tube digestif. Et curieusement, c'est par là qu'on s'alimente aussi. Mm. Hein, notre tube digestif, c'est là que on trouve nos nutriments qui rentrent dans notre organisme et ben c'est pareil, les racines, c'est par là que les plantes se nourrissent. C'est là que l'alimentation a lieu. C'est l'équivalent. Mm. Et donc D'ailleurs, la symbiose, on la trouve chez nous, dans notre tube digestif. exactement. Et d'ailleurs, il me semble que certaines personnes considèrent que le système digestif des animaux est en fait extérieur à leur corps. Puisqu'il y a il y a un orifice d'entrée, un orifice de sortie, on pourrait considérer que c'est finalement Tout à fait. l'extérieur C'est du ouvert. corps. C'est Oui, ouvert. C'est ouvert. C'est en contact permanent avec l'extérieur. Mm. C'est ce qu'on enseigne en SVT dans les lycées en général. Et du coup, Mm. pour en revenir au sol et aux plantes, j'imagine, et ça a dû être montré, que c'est fortement lié à ce qu'on appelle une bonne santé du sol, c'est-à-dire une biodiversité importante, etc. Un sol qui est trop artificialisé, on ne va pas trouver tout ce microbiote, j'imagine. Tout à fait. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que, alors, il y a plusieurs facteurs qui font baisser la diversité, la biodiversité dans les sols. Il y a la fertilisation chimique, donc azotée et phosphatée. Eh oui. Et en particulier, dans les sols qui ont été fertilisés longtemps, on a une très faible richesse en champignons mycorhiziens et arbuscules. C'est-à-dire que comme les plantes n'en ont plus besoin, eh ben, les champignons vont aller ailleurs parce que il n'y a plus d'échange nécessaire. Pareil pour les bactéries fixatrices d'azote. On ne les trouve pas dans les sols où il y a eu de la fertilisation. Il faut aller les chercher dans les sols faiblement fertilisés. Les traitements fongicides, hein, quand on vous mettez beaucoup de fongicides, vous diminuez la diversité génétique des champignons. Donc, parce que quand vous mettez des fongicides, c'est pour éliminer les champignons pathogènes, mais par la même occasion, vous allez éliminer les champignons bénéfiques. Oui. Du coup, ça diminue la richesse en champignons mycorhiziens, qui sont des champignons bénéfiques. Le labour est maintenant est très discuté parce que le labour, qui est censé aérer le sol, etc., favoriser le développement racinaire, et ben, il casse aussi les réseaux de mycélium, de champignons mycorhiziens, et on a montré que ce labour aussi défavorise les symbioses et défavorise la richesse et la diversité microbienne des sols. Donc Ok. plusieurs facteurs, oui, Ouais. diminuent la richesse des sols. Donc tu viens d'évoquer justement les microbes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui sont néfastes pour le développement de la plante ou pour sa survie. Ils vont provoquer des pathologies, donc des maladies. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les types de microbes qui peuvent être pathogènes des plantes et quel type de maladies ils vont provoquer? Tout à fait. Alors, il y a très nombreux micro-organismes qui sont pathogènes pour les plantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes sont beaucoup plus souvent attaquées par des champignons que par des bactéries. Donc, les pertes de rendement qu'on peut chiffrer à l'échelle mondiale sont provoquées essentiellement par des maladies fongiques, donc provoquées par des champignons, Alors et que très peu par des bactéries. Alors que nous, les humains et les animaux, les mammifères, sommes beaucoup plus souvent, quand c'est des maladies parasitaires, hein, on ne parle pas des maladies physiologiques ou des cancers, Oui. etc., c'est beaucoup plus souvent des bactéries ou des virus. Donc déjà, la plupart des maladies problématiques, on va dire, en termes de perte de rendement, ce sont des maladies fongiques. C'est pour ça que la plupart des traitements qui sont faits par les agriculteurs, ce sont des traitements fongicides. Bon, après, il faut quand même savoir qu'on ne peut pas traiter contre les bactéries parce qu'on ne peut pas utiliser d'antibiotiques. En tout cas, Comme en ça, à France, la on ne peut pas volée, ouais. utiliser Oui. d'antibiotiques en agriculture.
Voilà. Alors, les maladies qui sont les plus, on va dire, les plus connues et les plus dévastatrices, ben, ce sera sur les grandes cultures, hein, comme sur les céréales, par exemple. Il y a les rouilles des céréales. Il y a il y a les tavelures, par exemple, sur les pommes. Il y a le mildiou de la pomme de terre. Alors, il y a beaucoup d'histoires, hein, qui sont d'événements historiques qui sont liés à des maladies. Vous connaissez l'histoire du mildiou de la pomme de terre et de la famine Mm. en Irlande. Alors, il y a Agrobacterium aussi, qui est une bactérie qui provoque des tumeurs sur de nombreuses maladies. Agrobacterium, grâce auquel on a appris beaucoup de choses sur l'ADN, sur la transformation des plantes, sur les OGM. Il y a pas mal de virus. Par exemple, le premier virus qui a été découvert quel que soit, enfin, tout confondu, c'est le virus de la mosaïque du tabac. C'est le TMV. C'était le premier virus qui a été découvert. Alors ça, c'est Il y a aussi intéressant. des C'est jolies marrant. histoires sur les virus avec les tulipes. Oui, tout à fait. Oui, C'est le premier virus qui ouais. a été En fait, identifié. quand il y a énormément de choses qui ont été découvertes d'abord chez les plantes. Oui. On se rend compte quand on fouille un petit peu. Et... Ok, donc le virus de la mosaïque du tabac aussi. C'est le premier virus découvert. C'est intéressant. Il fait quoi ce Ah oui, bien virus? sûr. Ah, Il provoque des taches, des mosaïques sur le tabac, sur les feuilles de tabac. D'ailleurs, si vous fumez, vous avez forcément du TMV sur les doigts. Donc, quand j'ai été en Écosse, je travaillais sur la pomme de terre, qui est une plante qui est de la même famille que le tabac. J'ai eu une grosse déception un jour en faisant mes manips parce que j'analysais mes pommes de terre. Donc, je faisais de la fameuse transcriptomique. J'étais censée avoir des pommes de terre saines et des pommes de terre malades que j'avais inoculées avec ma bactérie fétiche. Et quand j'ai séquencé tout ça, j'ai découvert que j'avais plein de virus de la mosaïque du tabac sur mes pommes de terre. C'était blindé. Il n'y avait que ça. Et pourquoi donc? C'est parce que d'abord moi je fumais et hmm, que on était nombreux à fumer à l'époque et que toutes nos pommes de terre étaient bourrées de TMV. On appelle ça le TMV, Tobacco Mosaic Virus. d'accord. Donc il y en a partout. C'est bon à Alors savoir. des fois il est cryptique, on le voit pas, il s'exprime pas. Mais et comme c'est des virus ARN, donc leur ARN envahissait toutes nos plantes. Et moi j'étudiais l'ARN de mon gène fétiche, il était noyé dans l'ARN de ce virus. Et alors ça, c'est l'horreur. Quand on fait une manip qui prend du temps et tout ça et qu'on se rend compte que, ben, en fait, on voit rien. J'imagine bien le moment de solitude. Mm. Ouais. Et que c'est dû à un truc quand même Oui, un peu débile, en c'est-à-dire plus. qu'on ne devrait pas être fumeur et travailler sur la pomme de terre et surtout, ou alors mettre des gants systématiquement. Oui. Et c'est débile, hein, ça paraît complètement idiot, mais ça n'a pas pardonné, quoi. Voilà. Et donc, oui, bien sûr, alors, il y a d'autres maladies hein, qui sont connues. Par exemple, le Botrytis cinerea, qui est la maladie de la pourriture grise, qui est, alors, qui est une maladie qu'on connaît tous quand on a dans notre frigo les fraises qui pourrissent ou les raisins qui pourrissent, mais qui est aussi connue parce que grâce à elle, on peut faire des vins moelleux, comme le Mm, Sauterne, par exemple, mm. ou le Plus Montbazillac. sucré, du coup. Ça s'appelle la pourriture noble. Voilà. Mm. Donc, il y a beaucoup. En fait, donc les plantes, comme les humains, peuvent être attaquées par des champignons, par des bactéries ou par des virus. Ces trois types d'organismes peuvent provoquer des maladies sur les plantes. D'accord. Et alors, du coup, ce qui me fait penser à ça, c'est que là, tu cites des champignons dans la plupart des cas, mais en fait, finalement, les symptômes observés sont pas toujours les mêmes, parce que tu parles des fois de pourriture, puis la Mhm. rouille, c'est pas de la pourriture, il me semble. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement les symptômes, pourtant tous provoqués par des champignons, a priori, qui sont différents finalement? Bah, ces symptômes, ils vont dépendre des armes que le micro-organisme va déployer pour attaquer la plante. Mm. Et selon si, par exemple, Botrytis, par exemple, c'est un champignon qui a choisi au cours de l'évolution d'avoir une stratégie qu'on appelle nécrotrophe, hein, c'est-à-dire qu'il va manger le tissu mort. Donc d'abord, il tue, ensuite il mange. Pour tuer, il a une stratégie, je dirais, de bulldozer. Il coupe, il casse les parois, hein, donc c'est un bulldozer, il rentre, il casse les parois et ça devient de la soupe, et donc lui, il se nourrit de la soupe cellulaire.
Il y a d'autres organismes qui vont, comme la rouille, ça va être d'autres phénomènes un peu plus fins, c'est-à-dire que elle va aller manipuler le métabolisme de la plante en injectant des effecteurs et favoriser le développement de ces structures tout en maintenant le tissu plutôt vivant. Après, vous avez des organismes pathogènes qui vont sécréter des hormones pour créer des tumeurs, comme Agrobacterium tumefaciens, qui va injecter de l'ADN. Cet ADN, c'est un ADN bactérien qui rentre dans les cellules végétales, qui deviennent des esclaves de la bactérie. C'est presque comme un virus, mais pas tout à fait. C'est des bactéries. D'ailleurs, avant, on pensait que c'était des virus. D'accord. Donc, chaque organisme va avoir une stratégie différente pour créer sa niche. Et selon ses besoins, selon l'évolution, selon peut-être le type d'organisme auquel il va s'attaquer, il développe une stratégie particulière et faire des symptômes, soit de pourriture, soit de nécrose, soit pas de symptômes, mais juste développer ces structures de fructification comme la rouille. Bon, après, ça finit toujours quand même par flinguer la plante à un moment donné, quand le champignon ou la bactérie puise dans les réserves de l'organisme, ben, il va s'affaiblir, hein, forcément, ou Ouais. mourir complètement. Est-ce que les plantes vont à un moment répondre à ces attaques ou agir? Tout à fait, les plantes vont répondre selon leur arsenal génétique, je dirais, selon leur variété, selon leur génotype, elles vont être plus ou moins résistantes. Donc certaines vont répondre très fort. C'est comme nous, hein, des fois on est très vigoureux, on répond très vite, on va pas être malade parce que notre système immunitaire est très puissant, mais il va quand même être activé. Et puis si on est fatigué ou qu'on est mal nourri ou qu'on a des problèmes, etc., notre système immunitaire, il va être un petit peu boiteux. Alors il va s'activer, certes, mais pas suffisamment, parce que c'est la guerre, hein, ce sont des situations de guerre, donc c'est un rapport de force. Selon celui qui est le plus en forme, eh ben, l'un des deux va gagner la guerre. Et toutes les plantes sont capables de se défendre, mais à des degrés divers. Elles vont avoir plusieurs systèmes pour se défendre. Il y a des composés antimicrobiens qui peuvent être produits. Il peut y avoir des barrières physiques. On peut avoir un renforcement des barrières de la paroi ou de la cuticule. Il peut y avoir du stress oxydant aussi, hein. Comme nous, on fait du stress oxydant pour nous défendre contre les maladies. Les plantes font pareil. Elles sont capables de produire du stress oxydant pour empêcher les micro-organismes pathogènes de se développer. Et on peut booster ce système immunitaire. On peut traiter les plantes avec des composés. Alors, ça peut être des composés, souvent, c'est des extraits alors d'algues ou des extraits de bactéries. On peut même faire des extraits de bactéries pathogènes. Il y a un produit qui est commercialisé qui s'appelle Messenger, qui est carrément une protéine d'une bactérie pathogène qui stimule la défense des plantes. Donc, on peut booster ces défenses Comme un vaccin. Oui, c'est un peu le même principe. pour... oui, c'est une sorte de vaccin. Pas tout à fait pareil, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est de stimuler l'immunité. Sans parler d'OGM, du coup. Sans parler de plantes génétiquement modifiées. Sans parler d'OGM. Oui. D'accord. Oui, ce sont des produits qu'on peut trouver. Il y a des extraits de fenugrec, il y a des extraits de la minarine, il y a des extraits de bactéries, des extraits de levure qui sont commercialisés, qu'on peut pulvériser. Alors, l'intérêt de ces produits, c'est qu'ils sont biodégradables, ils ne sont pas néfastes pour l'environnement. Mais leur inconvénient, c'est que leur effet est assez limité. On ne sait pas très, très bien les utiliser et leur efficacité, elle est moins bonne que des traitements chimiques. Ceci dit, si on a affaire à des maladies comme des maladies bactériennes contre lesquelles, de toute façon, il n'y a pas de traitement chimique, ben, c'est déjà mieux que rien. Parce que, de toute façon, vu qu'on ne peut pas mettre des antibiotiques, eh ben, on peut éventuellement booster la défense de la plante. C'est mieux que de ne rien faire. Merci pour toutes ces réponses. On a pu voir aussi que donc, tu es professeur des universités, ce qui signifie que tu as une partie d'enseignement aussi, en plus de la partie de ta casquette de chercheuse. Dans les cours que tu fais sur les interactions plantes-microbes, quel genre d'expérience tu aimes faire aux étudiants pour les illustrer? Oui, alors moi, je suis quelqu'un qui adore faire les TP, les travaux pratiques. J'adore faire ça. Je pense que les étudiantes et les étudiants adorent les travaux pratiques et qu'ils détestent les cours. Ça, je le vois depuis le début de ma carrière. C'est de pire en pire. Les étudiantes et les étudiants détestent les cours magistraux. Ils nous le disent.
On l'entend et moi, alors, ça fait très longtemps que j'adore les TP. Donc, j'organise beaucoup de travaux pratiques et j'aime bien faire des travaux pratiques en lien avec mon sujet de recherche. Et comme mon sujet de recherche a évolué au cours du temps, bah, j'ai pas mal fait évoluer mes travaux pratiques. Et donc, qu'est-ce que j'aime faire avec les étudiantes et les étudiants? Alors, ce que j'aime faire, c'est des TP sur plusieurs jours où on peut voir, ça fait un mini-projet. C'est-à-dire que j'essaie de faire des TP qui sont pas une séance, une question. Mhm. Du coup, les étudiants, ils peuvent, par exemple, démarrer une manip et puis voir son évolution au cours de la semaine, par exemple. Donc, si la question c'est comment se développe une maladie ou quelles sont les défenses que la plante va mettre en place face à une maladie, alors je vais les faire inoculer. euh, on va inoculer ensemble les plantes, voire même ils vont peut-être cultiver la bactérie pathogène. Donc, ils voient dès le départ le début de la manie, ils vont cultiver la bactérie. Ensuite, ils vont préparer ce qu'on appelle l'inoculum, c'est-à-dire la suspension, là, l'espèce de liquide dans lequel va être préparée la bactérie qu'on va injecter ou déposer sur la plante. Ensuite, on va incuber les plantes dans un environnement favorable à la maladie. Et je demande aux étudiantes et aux étudiants de venir voir la progression de la maladie. Sur ces mêmes plantes sur lesquelles on a les symptômes, on va regarder l'expression de certains gènes. Donc eux-mêmes, ils vont prendre ces mêmes plantes, ils vont extraire les ARN, ils vont réaliser les expériences qui vont leur permettre de visualiser ou de quantifier l'expression de certains gènes connus qu'on aura vus en cours, des gènes qu'on sait être impliqués dans l'immunité. Donc ça permet de recouper les cours, mais aussi de voir des expériences, mais vraiment des expériences un peu comme s'ils étaient dans un labo. Les TP, c'est jamais très long, mais je fais de sorte qu'ils aient une sorte de projet un petit peu global et comme ça, ils peuvent raisonner interpréter les résultats. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand les résultats ne sont pas en accord avec ce qu'on attend, c'est là que les étudiants s'éclatent le plus, quoi. Parce que c'est Mhm. là où les comptes rendus sont le mieux rédigés, parce que alors, on n'a pas obtenu l'expression du gène, c'est peut-être parce que l'étuve elle n'était pas à la bonne température, ou alors parce que l'inoculum n'était pas suffisamment concentré, parce que du coup, ben, ils peuvent comparer les concentrations des bactéries quand on a inoculé. Est-ce qu'ils les retrouvent bien? Parce qu'après, on re-regarde dans la plante inoculée, est-ce que vraiment le microbe s'est développé? Donc, on le met en culture, on regarde. Et voilà, et du coup, ça leur permet de faire des liens entre certaines parties de l'expérience et d'autres. Et voilà, Ouais. ils aiment bien, en fait, les étudiants, Mm. ils aiment bien avoir une vision, puis ils posent des questions sur différentes étapes. J'aime bien aussi donner des détails sur la conception, comment on conçoit les témoins positifs, ce qu'on appelle témoins positifs, témoins négatifs, pourquoi ces témoins, différentes sortes de témoins. À chaque étape, en fait, j'insiste sur la notion de témoin qui sont des sortes de garde-fous pour la science, pour pouvoir interpréter correctement les expériences et ne pas avoir des montages expérimentaux biaisés ou orientés et pas rigoureux, quoi. Oui, on parle de conditions contrôle, de conditions témoins, positifs, négatifs. Pour l'expliquer simplement, c'est une comparaison. Donc on aura d'autres conditions qu'on va comparer à ces conditions témoins. L'exemple qui est facile à comprendre, c'est les exemples quand on fait un essai avec un médicament, il y a un groupe placebo, ce qu'on appelle Mm. placebo. C'est-à-dire, il va y avoir deux groupes de personnes traitées, des personnes qui ont un traitement dans lequel il n'y a rien, placebo, elles ne sont pas au courant. C'est une sorte de témoin négatif, et puis des personnes qui vont avoir un traitement dans lequel il y a une matière active et où on espère avoir des effets. Donc, les témoins, c'est ça, c'est une façon de monter l'expérimentation pour éviter des interprétations erronées. Il y a Oui. toutes sortes de témoins qu'il faut être vraiment très, très vigilant sur J'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est important effectivement parce que c'est la base de la rigueur scientifique en Mm. biologie. On utilise beaucoup ça Exactement, et on peut pas faire sans en fait. C'est forcément exactement. ouais. Oui, tu peux pas avoir un résultat si t'as pas ces conditions-là, Non, tu finalement. peux rien conclure et Mm. ça n'a pas de sens. Mm. Il n'y a pas Mais de rigueur.
Ce qui est intéressant, c'est de discuter avec les étudiantes et les étudiants des différents témoins, parce que c'est ce qu'on appelle les contrôles témoins. À chaque étape, en fait, il faut connaître la base de l'expérimentation pour définir quel témoin peut empêcher de nous tromper. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est Bien trop sûr. technique, mais chaque type d'expérimentation a ses propres témoins en fonction de la technique utilisée, en fait. Oui, en fait, avec CTP, vous apprenez, enfin, il y a vraiment un apprentissage d'apprenti-chercheur. Oui, c'est-à-dire que je ne leur apprends pas uniquement la pathologie végétale ou la symbiose ou les interactions. C'est un apprentissage global de la rigueur scientifique, en fin de compte. Tout à Exactement. fait. Alors, dans nos épisodes, pour rester pas planté là, on a une dernière question qui arrive en général, qui est peut-être un petit peu plus libre. Il s'agit de nous partager une découverte qui t'a surprise dernièrement, ou pas d'ailleurs, que tu as aimé sur les plantes. Ça peut être une expérience, ça peut être une histoire, ça peut être une anecdote, voilà, que tu aimerais partager avec nous. C'est une question qui, a- qui est compliquée parce que les aspects qui m'intéressent, ce sont des aspects très pointus. Et donc, arriver à trouver quelque chose qui m'a fascinée et l'exprimer de manière euh, intéressante, ça devient un peu compliqué. Mais d'une manière générale, j'ai beaucoup de fascination pour les travaux qui sont effectués sur le microbiote et sur l'intégration en fait, du rôle du microbiote dans la vie de la plante. Et récemment, il y a un papier qui m'a énormément intéressée. Il s'intéresse au riz et à la diversité du microbiote du riz en Asie. Donc, ce travail, il a montré que alors, dans le riz, il y a une énorme diversité et il y a notamment deux grandes lignées de riz. Il y a le riz indica et le riz japonica. Et au sein des indica, il y a plein, 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 plein de variétés différentes. Et au sein des japonica, il y en a énormément aussi des différentes. Mais elles se ressemblent entre elles, mais elles sont bien distinctes du point de vue de leur rendement, de leurs caractéristiques agronomiques et du point de vue génétique aussi. Et donc, ce travail a montré que, en fait, les riz indica ont une meilleure capacité à utiliser l'azote. Donc, ils utilisent le hamburger dont je parlais tout à l'heure pour faire mieux, d'accord? Donc, ils ont une meilleure capacité, efficacité d'utilisation de l'azote et que cela est dû, entre autres, à un gène qui est exprimé dans ces variétés indica et qui est moins exprimé dans les variétés japonica. C'est un transporteur d'azote. Et grâce à ce gène, ces variétés indica recrutent des bactéries du sol qui créent en fait des formes d'azote dans le sol qui sont beaucoup mieux utilisables par le riz que les autres variétés. Donc c'est une forme de coopération, alors, voilà une symbiose, mais qui est compliquée, hein, c'est pas simple, quoi, c'est pas comme le mycorhize. C'est-à-dire que il y a dans les variétés de riz, certaines variétés qui ont un gène de transport d'azote et qui influent sur le sol et sur les types de bactéries du sol qui agissent, en fait, parce que dans le sol, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans le sol, il y a des bactéries qui vont modifier les formes d'azote, l'ammonium, les acides aminés, l'ammoniac, etc. Elles vont transformer toutes ces formes-là pour les rendre plus ou moins disponibles pour la plante. Et donc, le riz, c'est comme si le riz esclavagisait, mais non pas une bactérie, mais des populations entières pour les rendre plus favorables à son propre développement. Et ça, c'était un gros, gros travail qui a été publié dans Nature il y a 2 ans et D'accord. que j'ai trouvé fascinant. Bah, ouais, mais alors moi, ça me surprend énormément comment un transporteur d'azote, si c'est pas trop compliqué à expliquer, peut recruter ce type de bactéries. Alors, probablement qu'il agit sur l'équilibre entre la présence de différentes formes de nitrates dans le sol. D'accord. Et dans ce travail-là, il ne l'explique pas, mais il démontre que c'est définitivement via ce transporteur-là qu'ils agissent sur les communautés microbiennes associées au riz indica. Donc ça veut dire que la plante, d'une certaine manière, elle influe sur son microbiote.
exactement, et que ça passe par son patrimoine génétique. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que finalement, dans notre équipe, ici à Versailles, on aimerait bien connaître quels sont les gènes de la plante qui fait qu'elle contrôle son microbiote. D'accord. Ce serait ça l'idéal. Parce que si on utilise des variétés particulières, ça va nous éviter d'utiliser des produits chimiques, puisque ce sera juste la plante. Je ne parle pas d'OGM, bien sûr. Je parle tout simplement de sélection. Et identifier ces gènes-là, ça serait l'idéal en fait. Effectivement. Voilà, ces papiers-là, aussi puissants, aussi intéressants, il n'y en a pas tant que ça. Eh bien, cette interview arrive à sa fin, Alia. Si nous devions retenir 3 choses de ce que tu viens de nous dire, je pense que ce serait d'abord que les plantes ont aussi leurs microbes, qu'elles se défendent quand même face à eux quand il s'agit de microbes qui sont pathogènes et grâce à de nombreux processus qu'elles mettent en place, qui peuvent d'ailleurs être boostés dans certains cas, et puis que les microbes ne sont pas toujours source justement de pathologie. Au contraire, et qu'il existe des relations bénéfiques entre les plantes et les micro-organismes qui sont essentiels à l'équilibre de notre monde vivant et en particulier du monde des plantes. Merci beaucoup Alia Delagy d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir appris toutes ces informations sur les plantes, leurs relations avec les micro-organismes et leur capacité de défense. Encore une fois, on a vu que les plantes sont capables de s'adapter et que les relations entre les vivants sont surprenantes. Je vous remercie beaucoup. Je veux juste vous raconter une toute petite histoire qui m'a marquée dans ma carrière d'enseignante. C'est une étudiante qui un jour est venue me voir à la fin de mon cours et qui est venue me dire « Mais madame, mais ce que vous racontez, c'est tellement petit que j'arrive même pas à l'imaginer. C'est tout petit. » Et là, je lui ai dit « Mais, chère madame, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles n'existent pas. » Donc, je lui ai dit que moi, je m'intéresse aux choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. Mais je pense qu'elle n'oubliera pas ça. C'est hyper beau. J'aime beaucoup. C'est un merveilleux mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux. Merci énormément. Merci. C'est passionnant. On espère que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, restez pas plantés là.